Tour de France pour la santé, lancé par plus de 70 organisations, syndicats, associations mutuelles, associations féministes, associations d'usagers, collectifs de défense d'un hôpital, d'une maternité. Et rien que cette semaine, par exemple, il y a 16 initiatives sur des sujets que chacun et chacune choisit. Mais ce qui nous unit, c'est cette idée qu'il faut défendre le droit à la santé, celle qui soigne les corps, celle qui soigne les cœurs, et qu'on n'y arrivera pas chacun dans son coin, et qu'il faut aborder de front aussi la question du projet de loi de financement de la sécurité sociale. Un projet de loi de financement dont l'augmentation est inférieure à l'inflation, ce qui veut bien dire que eh bien, les problèmes vont continuer, les personnels maltraités vont continuer, les morts en souffrance vont continuer, les maternités vont continuer, les déserts médicaux vont continuer. C'est une histoire de cette année. Mon père, il avait 87 ans. Il était autonome, tous les jours, il faisait son repas, ses déplacements, sa toilette. Et puis un matin, il est tombé, et puis il a été admis aux urgences, c'était un samedi matin. Il est parti, et puis on a attendu. Il a vu un certain nombre de soins, d'examens. Il est arrivé le samedi matin, et puis il est resté jusqu'au lundi soir. Donc samedi matin, c'est une personne de 87 ans. Il est resté plus de 2 jours et demi, désorienté, seul, sous contention, et sur un brancard dans le couloir. Vous imaginez bien que pour nous, c'était pas simple, quoi. Pas simple d'avoir accès à lui. On nous refoulait systématiquement. Donc on s'était montré patient, on voyait bien qu'il y avait un manque de moyens, un manque de matériel et un manque de bras à l'hôpital. Et donc on s'est dit, voilà, on savait que la situation était difficile, elle l'était annoncée depuis longtemps. On en avait la pleine explication. Donc au bout d'un moment, mon frère qui était sur le terrain a décidé de rester dans le service des urgences et d'y faire le siège pour essayer d'obtenir, d'avoir des réponses, essayer d'avoir des conditions un peu plus dignes quand même pour mon père. Et puis la réponse est non, ils n'ont pas de lit, pas de chambre disponible. Et puis il n'était pas prioritaire pour une hospitalisation en gériatrie. Enfin bref, il n'y avait pas de place pour lui à l'hôpital, pas de place pour lui au CHU de Rouen, et aux urgences encore moins. Donc on a essayé de voir le médecin coordonnateur. On nous a expliqué que mon père, en fait, il est décédé d'un cancer des os, mais il n'y avait pas de prise en charge. On ne pouvait rien faire pour lui. Il lui restait que le couloir. Ça commençait vraiment à être difficile. Donc on a essayé de trouver une sortie. La sortie, en fait, c'est la famille qui l'a trouvée. On a demandé à un EHPAD s'il voulait bien le prendre, essayer d'alléger sa souffrance, puisque bon, physiquement, c'était un homme très fatigué. Mais on n'a jamais eu d'échange humain dans le service des urgences. Les gens sont trop pressés, il faut avancer. On n'a pas fait un pas sur le côté humain. Tout le temps, c'était le soin qui compte. Et par contre, l'humain, ça n'existait pas. Il n'y a pas le temps pour ça. Donc évidemment, au niveau de la compassion, c'est pas terrible. Et donc il a vécu 3 jours et demi ignobles par un manque de compassion et d'humanité. Et puis en plus tout seul, évidemment. Donc imaginez quelqu'un qui perd un peu les pédales, et qui perd sa santé, qui se retrouve tout seul coincé dans le couloir. C'était quand même pas très très simple. Donc on a été assez virulent, on a fait tout ce qu'on a pu. Il est sorti et le lendemain matin, il est décédé à l'EHPAD. Donc on a eu évidemment quelques débriefs avec le CHU, avec les médiateurs, qui nous ont dit très clairement qu'il était décédé d'épuisement. Donc voilà, au bout de 3 jours dans un couloir, à cet âge-là, effectivement, on peut décéder d'épuisement. Donc on était vraiment en rage. Alors on s'est quand même posé des questions, comment on peut dire que l'hôpital, et on le voit bien au quotidien, il y a des avancées médicales, des prouesses techniques, mais comment est-ce qu'on peut à ce point déshumaniser la prise en charge? Ça c'est impensable. Et donc moi Bref, on a quand même eu le sentiment que les urgences du CHU, ça ressemblait un peu à une gare de tri. Moi, notre père, il est resté sur le quai. Et donc, c'est un petit peu la rage qui nous tient. Pas sur les soignants, parce qu'on voit bien qu'ils couraient de partout, ils faisaient tout ce qu'ils pouvaient. En fait, ils ont fait que du soin, mais pas d'humain, rien d'humain. Voilà, donc, mon père, s'appelait Gérard Saint-Martin. Il a dit toute sa vie,
j'ai une place au paradis, avec un nom comme ça. Au CHU, il a une place au service des urgences, il a une place en enfer. C'est tout. Je voudrais d'abord dire que le problème des patients, c'est ça. C'est cette place que on veut pas que les patients, cette place aux enfers. Parce que cette place aux enfers, elle est quand ils arrivent dans les hôpitaux, quand ils sont dans les EHPAD. Et on a mené depuis 2014, on mène une lutte pour avoir des médecins supplémentaires. Donc cette lutte qu'on mène, c'est pour que les patients puissent avoir un médecin référent, pour que les patients puissent être soignés. Et nous avons mené une première lutte qui a permis la création du premier centre médical avec des médecins salariés à Fécamp. Et donc ça s'est créé avec 2 médecins. On a continué à mener cette lutte parce qu'il en fallait plus. Il y avait 5000 patients qui n'avaient pas de médecin. On a continué pour en avoir plus. Donc l'ARS, du fait qu'on avait eu des médecins salariés, nous a fait passer de zone défavorisée à évidemment une zone bien habillée qui avait assez de médecins. Et évidemment, nous n'avons pas accepté. Nous avons fait signer une pétition qui a été signée par 6000 personnes. Et suite à cette pétition signée par 6000 personnes, l'ARS nous a de nouveau mis en zone prioritaire. Et aujourd'hui, nous avons 7 médecins salariés. Alors, d'avoir des médecins salariés, ça règle un petit peu de problèmes. Ça règle pas tous les problèmes. Et il y en a d'autres. Alors aujourd'hui, l'agglomération veut regrouper tous ces médecins salariés dans un nouveau local tout neuf qui va coûter 2 millions à l'ARS, 2 millions à l'agglo, mais qui nous donne pas des soignants. Ils investissent évidemment dans les locaux, mais nous, ce qu'on veut, c'est qu'ils investissent dans les soignants. Alors, on propose d'abord de renforcer, évidemment, le numerus clausus est supprimé. Mais le numerus clausus, c'est une chose. Ce qu'il faut, c'est d'avoir les possibilités de former les gens. Les autres universités n'ont pas les places nécessaires. Et ce qu'il faut, c'est du monde dans ces places nécessaires. Aujourd'hui, de plus en plus de femmes veulent être médecins. On va pas demander aux femmes de faire 70 heures. Il faut le double de personnes de façon à ce que les gens puissent faire 35 heures et être dans l'humain. C'est toutes ces choses-là, toutes ces luttes-là que nous sommes en train de mener. Et donc là, voilà l'association Médecins pour chacun. C'est nous notamment qui, à l'hôpital de Fécamp, avec nos collègues de l'hôpital, leur avons porté les masques, les protections au début du Covid parce qu'il n'y avait rien dans l'hôpital. Alors là, vous en faites pas, ils peuvent pas nous voir parce qu'on est sans arrêt opposé à eux, mais là, Lefebvre, le directeur de l'hôpital, nous faisait nous envoyait des grands merci, des remerciements parce que on fournissait ce que l'État n'avait pas été capable de fournir, ce que l'État n'avait pas préparé. Alors voilà toutes les luttes qu'on mène. On mène aussi des luttes par rapport aux gens handicapés. On a réussi à faire installer ce qui s'appelle un mobile file et qu'on appelle un omnibus. C'est-à-dire que maintenant les gens téléphonent et ça leur permet de pouvoir aller. Et là, c'est là où l'humain est important. Ces gens-là qui étaient cloîtrés chez eux peuvent aller sur la plage. Ces gens-là peuvent aller à l'hôpital. Ces gens-là peuvent se déplacer. Et c'est toute cette partie humaine, ramener l'humain d'abord. Comment on va faire pour que tous ces gens-là puissent se bouger, être plus heureux. Alors ça, c'est une partie de notre lutte. Aujourd'hui, Christian, lui, va vous développer la partie qu'on essaye de faire sur la partie des campagnes, où là, les villages deviennent vraiment des déserts médicaux. Alors, on a fait tout un tas de propositions qu'on a proposées à l'ARS, à la Caisse primaire d'assurance maladie, et qu'on a proposé donc au président Martin à l'époque du département, qui devait faire se servir un peu de notre exemple pour faire justement des médecins salariés, et que évidemment, comme il était nommé sénateur 3 mois après, les ailes du Sénat lui ont fait perdre la mémoire. Donc ça, voilà un peu nos luttes qu'on mène. Aujourd'hui, notre lutte importante, c'est sauver la clinique de l'abbaye à Fécamp. Et sur cette lutte, les camarades de l'abbaye, on mène une lutte exemplaire. Dans les débrayages, tout le personnel du bloc vient avec nous, tout le personnel du bloc discute avec nous. Aujourd'hui, on pense qu'on va pouvoir faire reprendre la clinique de l'abbaye par le secteur public, ce qui serait quelque chose d'un peu extraordinaire et contraire à tout ce qui se passe. Évidemment, on mène cette lutte, on essaye de la gagner. Résultat, vendredi, puisque ça fait 15 jours que on a déjà obtenu que
le tribunal du commerce décide aussitôt qu'il serait mis en redressement judiciaire, il n'y a pas eu de période d'attente. Et aujourd'hui, le directeur de l'hôpital de Fécamp s'est engagé avec le GHH à ce qu'il y ait une reprise par le secteur public du secteur privé. Mais on est très méfiant, parce que pendant ce temps-là, les docteurs qui viennent du privé donnent des rendez-vous à l'hôpital des Ormeaux sur les opérations, sur tout ça. Et on a intérêt donc à garder tout ce secteur-là. Perdre la clinique à Fécamp, elle fait tout ce qui est chirurgical. Elle a l'exclusivité du chirurgical. Ça veut dire qu'à côté, il y a la maternité qui, elle, est dans le service public et qui, s'il y a besoin d'une césarienne ou d'une chose comme ça, ne peut plus le faire. Donc, ça voudrait dire qu'on perdrait derrière ça dans le service public. Ça veut dire aussi que les anesthésistes sont des gens de la clinique et donc on perdrait aussi une partie, certainement, de nos urgences ou du service rapide. Et c'est toute la commune. Évidemment, on a dit quand on est intervenu, parce que là, c'est les patients qui ont commencé à la lutte, après les syndicats nous ont rejoints, mais c'est les patients qui ont appelé une manifestation pour soutenir les gens de la clinique, comme la manifestation qu'on avait fait pour soutenir les gens de l'hôpital de Fécamp quand ils avaient besoin de protection. Alors voilà ce qu'on veut dire. Alors toutes ces luttes-là, on les mène. Évidemment, nous adhérons au projet collectif. Et nous vous aiderons et nous participerons évidemment, comme nous pourrons, avec vous sur ce projet, de façon à ce que l'humain soit la première chose. Quand on perd son papa dans ces conditions-là, je sais même pas s'il avait mangé, pauvre homme, c'est vraiment des choses scandaleuses et c'est des choses qui arrivent tous les jours. Et on dénonce aussi tout ce qui se passe dans les EHPAD et dans tous ces services où on a eu Orpea, mais c'est tous les mêmes. À partir du moment où c'est du privé, c'est pour faire du fric. Donc, autre chose à Fécamp, on a mené la lutte pour aider notre SAD, un service d'aide à domicile. Et aujourd'hui, les premières, les filles du SAD de Fécamp ont touché le Ségur. Mais dans tout le département, il faut dire que tous les SAD du département devraient toucher le Ségur et qu'aujourd'hui, alors que les patrons prennent l'argent du SAD depuis presque un an, très peu sont redistribués chez les juniors seniors, chez les ADMR et compagnie. Et je pense qu'il y a aussi toute cette lutte-là pour que la reconnaissance de ces personnels soit faite et qu'on la gagne. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Oui, bonjour. Moi, c'est Christian, un médecin pour chacun, comme mes collègues. Je voudrais faire un peu le bilan au niveau des villages. Alors, si vous permettez, je me suis basé sur un document officiel, normalement, issu de la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques, l'adresse. Alors, j'ai épluché le dossier, ça parle des 5 départements de Normandie, et je vais m'arrêter uniquement à la Seine-Maritime. La Seine-Maritime, selon leur dire, il y a 1074 généralistes actuellement, c'est-à-dire moins 125 par rapport à 2012. Le problème, c'est qu'on ne prend pas en compte les mi-temps. Il y a 1074 médecins, mais un grand nombre du reste sont à mi-temps. En moyenne, il y a 73,44 médecins généralistes libéraux pour 100 000 habitants en Normandie. La Seine-Maritime, 85,63 médecins généralistes libéraux pour 100 000 habitants. Si on fait le calcul, ça fait environ 1175 patients en moyenne. On est dans un village à l'est de Fécamp, Angerville-la-Martelle, un médecin, 3000 patients, pour une population totale de 8000 habitants faisant partie de l'agglo de Fécamp. Vous savez très bien qu'un médecin n'est pas astreint aux limites d'une circonscription. Donc, dans ces 3000, il y a des patients extérieurs à l'agglo. Fécamp, 13 généralistes en libéral et 8 salariés pour 29 000 habitants. Sur les 8 salariés pour 29 000 habitants, 6,5 ETP, c'est-à-dire il y a des mi-temps. Ce qui fait que les journalistes, les généralistes de Fécamp sont dans la moyenne. Par contre, les salariés ont moins de 1000 patients par an. Pourquoi? Ils sont à 35 heures, ils ne veulent pas travailler le samedi, ils ne veulent pas travailler le dimanche, ils ne prennent pas les gardes, ils ne font pas des nuits. C'est fonctionnalisé. Nous, ça nous choque un peu quand même. Hein. Oui, bien sûr. Oui, évidemment. Eh oui, tout à fait, je suis bien d'accord avec vous.
Problème des médecins. Alors, il y a aussi le problème des médecins qui, bon, appelés un petit peu par les avantages de venir dans une zone classée, viennent avec une partie de leurs patients. Donc, ça ne ramène rien. Le médecin est là, mais ça ne ramène strictement rien au niveau de la patientèle locale. On parle là, dans ce compte-rendu, là, on parle du nombre de jours, grosso modo, pour avoir un rendez-vous chez un généraliste, si c'est pas urgent, faut compter 6 jours. Là où on est, c'est 1 mois. Hein. 1 mois. Alors, faut prévoir d'être malade. Sinon, bon. Urgence, il faut compter 3 semaines. Pour avoir été à l'hôpital, à Saint-Hilaire, opéré de la vésicule biliaire, 3 mois. 3 mois. Alors, inutile de vous dire, la jaunisse, je l'ai connue. Hein. Je parle bref, mais c'est ma voix, hein, vous m'excuserez. Hein. Je préviens pour tout de suite, parce que bon. Alors, le problème aussi, par exemple, nous, des ophtalmos, il n'y en a plus là-bas. Des gynécologues, des pédiatres, radiologues, tout ce qu'on peut imaginer, on n'en a plus. C'est-à-dire qu'il nous faut minimum 60 km pour aller voir un médecin. Un dermatologue, c'est Le Havre. Un ophtalmo, enfin, ce qui me concerne, c'est Saint-Hilaire. D'autres, c'est encore plus loin. On n'a plus de spécialistes. On n'a plus rien. Donc, il y a des travaux, théoriquement, qui pourraient être faits au niveau de l'hôpital. Il y a le problème, comme vient de parler Jacques, concernant le cabinet général, un grand cabinet, 4 millions, qui va être mis au pied de l'hôpital. Des médecins généralistes au pied de l'hôpital. Je ne vois pas la logique. Nous, ce qui nous concerne, comme on est déjà éloigné, il y avait un cabinet médical de salariés qui était à 12 km. Là, il recule de 5 km. On ne prend pas en compte les personnes qui n'ont pas de moyens de locomotion, le cas des personnes âgées, le cas des malades. Quelque chose vécu dans mon village, une dame avec 3 enfants, dame seule. 3 enfants, un de ses enfants, à 2 heures du matin, malade. Pas de médecins locaux, pas de garde de nuit, rien. C'est les pompiers qui viennent la chercher, qui viennent chercher le gamin pour l'apporter à l'hôpital. Vous mettez-vous à la place de la dame là, qui elle fait quoi? Elle accompagne le gamin malade ou elle reste avec ses 2 enfants à la maison? Elle fait quoi? Quel est le choix qu'on leur donne? Vous parlez de ça aux politiques en pourriant leur tirer une larme, ben, je peux vous dire, notre député, ça y a strictement rien fait. Mieux, au moment des élections, elle s'est permis de sortir, moi, j'ai mes médecins fécants, c'est-à-dire les campagnes, démerdez-vous. Voilà un petit peu ce qu'il a. Alors, ce que nous, on propose, c'est d'investir dans les cabinets sortis des agglomérations. C'est-à-dire, plutôt que mettre 4 millions au pied de l'hôpital, faire 2 cabinets, qui coûteront beaucoup moins cher, avec 3-4 médecins, 6 en trouvent, dans les villages, pour disons, faire en sorte de rapprocher les soins aux patients. Alors, aujourd'hui, la situation proposée, elle aggrave encore la situation. Alors moi, je vais poser une question. Un cancer de l'ARS. On y allait les voir quand même. On y allait. On y allait. Un cancer de l'ARS. Est-ce qu'elle est là pour le bien de la population ou uniquement, et c'est ce qu'on pense, pour faire des économies au détriment des patients et des professionnels de la santé? Moi, je pose la question. Parce que là, aujourd'hui, on est dans ce cas-là. Voilà ce que je voulais dire.